Alors dans ce code, nous allons voir, étudier l'utilisation d'un mutex. Alors nous partons d'une classe statique ici qui s'appelle la classe work, qui va contenir un constructeur statique et également qui va contenir une méthode statique qui s'appelle méthode work. Cette méthode work recevra, lorsqu'on va s'en servir, un objet qui constituera plus tard au final l'état le state du thread. Également, nous avons un mutex ici qui sera instancié dans le constructeur avec un état de signalisation qui vaudra fails lors de son instanciation. Alors ensuite, nous avons deux threads ici, le T1 et le T2, qui vont tous les deux exécuter la classe methodWork en passant comme argument le nom du thread qui a été l'émetteur de cet appel. Le premier qui va prendre la main, puisque nous avons utilisé un mutex, ben, la gardera jusqu'à exécution totale de cette boucle for. Nous simulons la charge ici avec une méthode de l'appel sleep de notre classe trading. Et lorsque le premier des deux threads aura terminé son travail, le mutex sera relâché et l'autre thread, le thread suivant, pourra prendre la main. Si nous lançons l'application, nous voyons que ici, le thread T2 a pris la main dans un premier temps et le thread T1 la reprend dans un deuxième. L'utilisation maintenant d'un sémaphore. Alors, nous avons toujours notre classe statique ClassWork. Cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé un mutex, nous avons utilisé un sémaphore. Et nous lui disons que ce sémaphore, au maximum 3 threads pourront s'en servir. Le reste ne change pas, mis à part que j'ai créé un sémaphore supplémentaire ici, un thread supplémentaire ici. Les différents threads pointent tous sur la méthode work de la classe work. Si nous lançons la compilation, l'exécution, deux threads ont pris la main, à savoir T1 et T2. Ils vont faire leur travail et lorsque T1 et T2 vont relâcher le sémaphore, la ressource, T3 pourra se servir de la section critique. Alors dans ce code-ci, nous regardons l'utilisation d'un auto-reset event. Alors nous avons tout d'abord notre classe, ici la classe CL qui comporte deux méthodes, la méthode work1 ainsi que la méthode work2. La méthode work1 va devoir effectuer un travail avant que la méthode work2 ne puisse intervenir. Donc l'état initial est à fails. Ici, je n'ai pas d'inclusion particulière. Le thread qui va lancer work1 va systématiquement essayer de faire son travail. Lorsque le travail sera réalisé, un événement à l'aide de set sera envoyé. Cet événement il sera capté par wait1 ici, c'est-à-dire que dès que work2 sera lancé, le thread qui a lancé work2 sera mis automatiquement en attente avec wait1 et wait1 sera levé lorsque le premier set sera levé. Ici, work1 commence à faire son travail et dès que work1 a terminé de travailler, work2 a pris la main tout de suite derrière. L'utilisation d'un monitor. Un moniteur qui ressemble beaucoup, de par son utilisation, à un mutex, à la différence près qu'il ne pourra pas s'occuper de plusieurs processus distincts en même temps. Nous avons toujours notre classe de travail et nous déclarons un objet qui sera en fait notre verrou. Nous allons, à l'aide de l'instruction lock, bloquer une section critique ici.
chacun des threads qui va essayer d'obtenir l'exécution de ce code se verra bloqué tant que lock sera actif sur l'objet. Alors ici on a trois threads différents qui vont essayer successivement d'accéder à cette ressource partagée. Alors ici on voit que c'est work1 qui a pris la main, qui se sert de la section critique, il est en train de travailler. Une fois que T1 a terminé, le lock fait son effet et T2 peut prendre la main jusqu'à le thread numéro 3 qui va pouvoir à son tour, une fois que T2 aura terminé, prendre la main et effectuer le code inclus dans la section critique. Ensuite, nous avons un code qui permet de mettre en évidence un reader-writer-lock-sim que nous déclarons ici. Nous sommes dans le main, nous avons des instructions lambda qui vont être appelées, qui vont mettre dans un état particulier des sections critiques, et ensuite ces expressions lambda seront appelées à l'aide de différents threads que représentent T1 et T2. Si nous exécutons le programme, nous voyons que certaines de ces instructions ont pu être manipulées sans pour autant gêner les autres instructions. Alors dans cet exemple, nous nous sommes contentés de lire une variable. On aurait pu rajouter du code supplémentaire qui aurait été le seul à être autorisé pour effectuer une lecture sur une variable ou un code particulier, tandis que les autres, bien évidemment, auraient pu le lire. Ici, nous avons une portion de code qui a pour but d'incrémenter une variable. Cette portion de code va être pointée, va être utilisée par deux threads différents que sont T1 et T2. Si nous nous étions contentés d'incrémenter une variable de manière classique de type i++ ou ce genre de truc, étant donné que T1 et T2 accèdent au même moment à cette variable-là, nous aurions eu un certain nombre de problèmes et de mauvaises surprises concernant les valeurs qui auraient été émises. Ici, nous servons d'une classe particulière qui est interlocked-increment et qui va prendre pour référence la variable à incrémenter. Cette méthode, qui est une méthode statique, a pour but d'empêcher la manipulation simultanée d'une variable par deux threads, enfin deux ou plusieurs threads en simultané. Et si nous exécutons ce code, on peut s'apercevoir que les valeurs suivent bien un ordre préétabli, en tout cas celui auquel on s'attendait. De 1, on passe à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, etc. etc. On s'aperçoit là malgré tout qu'il y a eu une lecture en simultané, mais ce qui n'empêche en rien la bonne incrémentation, ça part bien de 1 pour finir à 20, la bonne incrémentation de notre compteur.